Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale pour ce deuxième épisode de cette grande preview du Giro avec aujourd'hui l'épisode, peut-être l'épisode le plus important. Il va gagner le Giro. Qui va gagner le Giro? Qui amènera le maillot rose à Rome et qui sera sur le podium pour voir tout ça avec moi ce soir. Il a été très brillant dans les classiques de début de saison, mais ça reste quand même son premier grand tour. Est-ce qu'il tiendra 3 semaines? Salut Titien, comment vas-tu? Salut, ça va? Écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis un peu comme Pogacar, j'essaie de faire pareil depuis le début de l'année, c'est-à-dire pas de pic de forme. On appuie sur les pédales, on avance et on s'arrête pas. Et puis apparemment, ça marche bien. Donc écoute, on va essayer de continuer sur cette dynamique. Rassure-moi, t'as mieux fini les Ardennaises que lui. Oui, oui, ça va, je suis encore entier. Et c'est bien, c'est que quand on était aux Flandriennes, je me disais, ça va être vraiment dur ensuite de passer sur les courses par étapes et tout. Et puis en fait, bon, depuis qu'on a passé les Ardennaises, je me dis, bon, vivement les courses par étapes. Ouais, c'est ça, là, on est parti, on rentre dans le dur avec les 3 semaines qui arrivent. Et pour nous accompagner ce soir, Titien, alors lui, c'est pas son premier grand tour, mais c'est son premier Giro. Donc va-t-il pouvoir affronter le froid que l'on annonce parfois en haute altitude au mois de mai de l'autre côté des Alpes? C'est Antoine. Salut Antoine, comment vas-tu? Salut à tous. Bah écoute, ça va très très bien. Prêt à affronter le froid du Giro et à voir les sommets enneigés qu'on aura l'occasion de découvrir durant les 3 semaines du Giro. Et puis ouais, hâte que ça commence, hâte de pouvoir parler un peu de ses favoris, de ses prétendants au podium. Euh, Spoiler, on va peut-être parler de deux gros monstres qui sont assez impressionnants depuis le début de la saison. Ouais, peut-être, effectivement, c'est même plutôt sûr, mais pas que, on parlera aussi d'autres Mais pas que. d'autres coureurs, parce que c'est pas le Giro, ce sera pas juste un gars contre un autre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, chers auditeurs, ou si vous nous écoutez pour la première fois, ou si vous nous écoutez depuis plusieurs fois, mais que vous n'êtes toujours pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne Radio Fringale. On est proche des 1000 abonnés. On va essayer d'y arriver peut-être avant ce Tour d'Italie, ou alors on espère y arriver pendant. Mais en tout cas, voilà, on compte sur vous. Ça nous fait énormément plaisir à chaque fois qu'il y a des personnes qui s'abonnent. Ça nous soutient. On a quelques petits messages sympas aussi qui nous encouragent à continuer. Donc merci vraiment à tout le monde pour votre soutien, et on compte sur vous si vous nous découvrez et que les émissions vous plaisent, pour vous abonner. Vous pouvez aussi toujours adhérer à l'association Radio Fringale pour nous soutenir également. Tous les liens sont dans la description. Alors messieurs, bon, on va pas tuer le suspense plus longtemps. Les deux favoris du Giro se nomment Remco Evenepoel et Primoz Roglic. Alors, on va faire jouer le droit d'aînesse. On va parler de Primoz Roglic d'abord. Euh, Roglic, c'est 3 Vuelta remportées. Il n'a pas remporté la quatrième l'année dernière. Il y a eu une chute en fin de course où il était déjà opposé à Remco Evenepoel. Mais par contre, le Giro, alors il y a une première participation en 2016, terminée à une anecdotique 58e place, un podium en 2019, une 3e place, on se souvient qu'il s'était pas mal regardé avec Nibali et ses Carapaz qui en avaient profité. Primoz Roglic revient sur le Giro en 2023. Il fait un début de saison assez tonitruant avec Tirreno et le Tour de Catalogne en seule participation. Il y a eu 14 jours de course. Il y a eu 7 victoires et les 2 classements généraux. Donc c'est assez costaud. Titien, si tu veux commencer à nous dire un mot sur Primoz Roglic. Et puis est-ce qu'il va gagner le Giro? Alors, Primoz Roglic, en tout cas, c'est sûr que c'est la grosse tête d'affiche avec Evenepoel. Et alors, effectivement, forcément, il sera très très fort. Pour moi, il va pas gagner le Giro pour plusieurs raisons. La première, c'est... Bon, on parlera d'Evenepoel après, mais Roglic en lui-même, sur ses qualités, je pense qu'il a atteint le sommet de sa carrière il y a, sur on va dire, les années 2019, 2020, 2021, et que là, il a atteint un pic, tandis que son adversaire concurrent direct sur ce Giro, lui, il fait que monter en puissance. Donc, le sens de l'histoire, pour moi, ne va pas en sa faveur.
Derrière ça, je pense que le Giro, c'est le grand tour qui lui convient le moins. D'autant plus que là, il sera plutôt dans une position de chasseur. Roglic, je pense, c'est un coureur qui aime bien avoir le maillot et ensuite rester dans la roue de ses adversaires. Il a très bien fait en fait sur le Tour de Catalogne et sur ce Giro avec les deux grands chronos du début, même si c'est un très très bon rouleur, il risque, je pense, quand même de perdre du terrain derrière Evenepoel. Donc c'est lui qui devrait être cette fois-ci dans une position d'attaquant. Et puis voilà, derrière ça, Roglic, c'est un coureur qui montre également des failles sur 3 semaines. Donc voilà, dans tous les cas, pour moi, c'est un grand candidat au podium et à la victoire. Mais je ne le fais pas partir favori de ce Giro pour moi. Et troisième raison, bah, c'est que sur les 4 derniers grands tours qu'il a disputés, il en a fini qu'un. Alors c'était la Vuelta 2021, oui c'est ça. Il l'a gagné évidemment. Mais le Giro, c'est pas la Vuelta. Et c'est pas étonnant qu'en 2019, il était très très fort. C'était annoncé comme le grand favori du Giro. Et finalement, bah voilà, on dit qu'il s'est beaucoup regardé avec Nibali, mais mine de rien, il était moins fort tout simplement que ceux qui étaient devant lui. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai du mal à imaginer que Primoz Roglic, 4 ans après sa dernière venue sur le Giro, soit à un âge un peu plus avancé, soit plus fort. Donc il le sera, dans tous les cas, il est une chambre au-dessus, sauf Evenepoel, pour moi, il est une jambe au-dessus de la concurrence. Mais il y a trop de facteurs aujourd'hui qui me font douter d'une victoire de Roglic. Alors évidemment, quand il gagnera dans 3 semaines et demie le Giro, j'aurai l'air bien bête. Mais voilà, si je me mouille un peu, c'est les arguments qui me font dire qu'il sera le principal outsider de celui qui va gagner l'épreuve, mais qui ne la gagnera pas. Ok, ça marche. Antoine, un avis sur la question? Ouais, bah en fait, moi je sais pas trop comment le situer pour Primoz Roglic par rapport à Evenepoel, mais ce que je vois déjà, c'est qu'il a vraiment une équipe pour l'entourer qui est plutôt intéressante, notamment avec Sepp Kuss, c'est son grand lieutenant de montagne, du coup, il aura toujours du soutien, je trouve, plus peut-être que Evenepoel pour le Giro. Et puis Roglic, bah, le voir aligné sur cette course-là, moi je trouve ça intéressant. C'est pas du tout les mêmes profils qu'un Tour de France ou qu'une Vuelta, Titien l'a dit. Et puis voilà, il vient un peu aussi. Il va falloir chasser les vieux démons parce que c'est vrai qu'après la chute sur la Vuelta, l'abandon sur le Tour de France, puis cette perte du maillot jaune aussi à la planche, bah, Roglic, il est pas sur une pente très positive, on va dire, pour ce, pour les grands tours. Et après, il y a des étapes qui, pour moi, le pêchent un peu. Pour moi, les chronos, il est quand même maintenant encore un tour en dessous d'Evenepoel. Il va perdre du temps sur les chronos, même le dernier chrono avec cette rampe de saut à ski en dernier tremplin, là, Mais si il je peux dire connaît ça comme ça. ça. Il connaît ça Ouais, il normalement. connaît, mais oui, oui, il connaît, mais voilà, ces derniers chronos et puis même le chrono du départ, je pense qu'il va perdre déjà beaucoup et je le vois. En fait, je vois que je ne verrai pas être capable de récupérer beaucoup de temps à Evenpool. Et après, j'ai peur aussi que les 3 semaines de course jouent en sa défaveur. Non pas que je le trouve mauvais sur 3 semaines de course, pas du tout. C'est un cours de grand tour, hein, mais en fait, j'ai peur qu'il ait moins de fraîcheur qu'Evenpool et que du coup, dans la dernière semaine, bah, au final, il puisse plus répondre aux attaques de Remco et qu'il puisse plus tout simplement lui-même attaquer et en fait, qu'il soit juste tout simplement trop juste et pour ne serait-ce que défendre ou aller chercher le maillot rose. Ouais, bah moi je suis assez d'accord avec vous dans l'ensemble. Je me demande si le fait que Roglic il vienne sur le Giro cette année, pour moi c'est un petit aveu de faiblesse parce que quand même ça veut dire que là il s'est mis dans la tête, bon bah ok, en fait j'arriverai jamais à gagner le Tour de France. Ça a été son objectif pendant de nombreuses saisons. Il est pas passé loin en 2020 et puis maintenant dans sa propre équipe il y a quelqu'un qui l'a remporté et qui a été supérieur à lui l'été dernier. Et alors bon, moi c'est cool, je vais pas critiquer un coureur qui va aller tenter de remporter le Giro plutôt que le Tour de France, parce que ça je trouve ça chouette dans le vélo qu'il y ait des coureurs qui se donnent le droit de faire ça. Mais vu l'obsession que Roglic avait pour le Tour de France, voilà, je pense qu'il se dit, bah bon, voilà, je suis un petit peu, voilà, je pense que là, j'ai 33 ans, le Tour, c'est mort, je le gagnerai jamais. Par contre, le Giro, bah, j'aimerais bien l'accrocher à mon palmarès, donc je vais essayer d'y aller. Donc ça fait un petit peu choix pour défaut. Euh, Après, je trouve quand même qu'il est très impressionnant depuis le début de la saison. Je m'attendais pas à le voir à ce niveau-là direct. Et alors, on sait que sur une semaine, il est quasi imbattable, ce qu'il n'est pas sur les grands tours, donc ça va pas forcément jouer en sa faveur. Mais ouais, il me paraît quand même un peu à peine plus faible sur le papier, en tout cas, que Remco Evenepoel.
Euh, Notamment avec les contre-la-montre où on sait, j'ai plus le nombre de kilomètres en tête, une soixantaine, je crois, de kilomètres. Où là, Ouais, quelque chose comme ça. ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Où il peut perdre pas mal de temps. Mais ouais, je sais pas, il fait quand même un gros début. En fait, il fait un gros début de saison. Ah Sa, ouais, c'est clair. sa fin d'année 2022, elle est quand même bonne. Si chute pas à la Vuelta, il fait deuxième ou peut-être il renverse Evenepoel, on saura jamais. Euh, Finalement, ça, en fait, on est un peu dubitatif, mais finalement, ces dernières perfs, elles auraient plutôt tendance à nous rassurer normalement. Oui, oui, en fait, tout à fait. Moi, non, moi, je pars pas. Alors, effectivement, la vie peut sembler un peu rude avec Roglic, mais Roglic est exceptionnel depuis le début de l'année. Il y a deux choses pour moi qui font, c'est que Roglic est très fort sur les courses d'une semaine. Aussi parce que en une semaine, la courbe de forme ne va pas énormément s'inverser. Et surtout, encore, il y a une course comme Paris-Nice où souvent les courbes de forme s'inversent entre le début et la fin parce que Paris-Nice, c'est une course dure où souvent il y a du vent, où ça sollicite beaucoup de profils différents. Tandis que voilà, les courses que Roglic a disputées cette année, que ce soit Tirreno Adriatico ou le Tour de Catalogne, c'était des scénarios assez classiques finalement, où finalement la course s'est pas lancée de loin, il n'y a pas eu d'étape voilà, qui a usé les organismes plus que ça. Donc Roglic, on sait derrière que s'il arrive frais sur une ascension, tout Evenepoel que ce soit, c'est difficile de le lâcher. Autant là dire que là, sur 3 semaines, c'est différent, c'est-à-dire que des courbes de forme ont le temps d'évoluer, la fatigue a le temps de se faire. Et sur le Giro, ce qui est assez compliqué aussi, c'est que souvent Roglic, il démarre souvent très bien les grands tours, il prend très très vite l'ascendant dès le début. Et ensuite, ça lui permet de tenir et prendre un ascendant psychologique sur ses adversaires. Ici, il aura du mal à le prendre en début de Giro. Et puis derrière, vraiment, sur ce Giro-là, les grandes difficultés sont vraiment toutes concentrées, Ouais, j'ai l'impression, sur la dernière semaine en termes de montagne. Hmm. Donc voilà, c'est ce qui me ouais, fait comme douter. Et puis surtout, en fait, pardon, et ce que je voulais non, dire non, juste vas-y, en vas-y, deuxième, excuse-moi. c'est qu'il est face à un extraterrestre, en fait. Moi, je Mm. trouve qu'il y a un mec qui Ouais. progresse vitesse grand V, qui prend en maturité, etc. Et donc, Primoz Roglic, pour moi, il est très très fort. Simplement, j'ai peur qu'en face, il y ait un mec qui soit injouable, quoi. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, puis bah, quand on voit son Giro 2019, c'est exactement ce que tu décris, hein. Il prend le maillot rose le premier jour sur le contre-la-montre, et puis après, petit à petit, il passe deuxième, troisième, et puis quatrième pour repasser troisième à la dernière étape. Mais la troisième semaine lui avait pas été forcément favorable, et c'est rare qu'on le voit hyper, hyper dominateur en troisième semaine, Roglic. Donc c'est sûr que ça semble voilà, ça fait un petit peu se poser des questions sur en fait je me dis même est-ce qu'il arrivera à prendre le maillot en fait, c'est même presque ça la question. Je pense pas. En vrai, je pense pas. Le fait que déjà la première étape soit un chrono et que derrière, bon bah, et après, en vrai, je sais pas. Parce que finalement, est-ce que des fois t'as pas envie de lui laisser pour justement faire, par exemple, préparer rouler l'équipe de Roglic qui a l'air beaucoup plus forte que celle d'Evenepoel pour le Giro? Ou alors est-ce que si t'es Evenepoel, tu veux être capable en fait de devoir répondre à tout ce qui va se passer? Parce que on en reparlera après, mais il n'y a pas que Roglic comme non plus comme prétendant. Pas enfin, en prétendant à la victoire, si sûrement, mais en prétendant pardon, au podium, pas sûr. Du coup, il faut que tu répondes à beaucoup d'attaques. Et est-ce que c'est pas mieux au final que ce soit l'équipe de Primoz Roglic qui ait le maillot pendant une semaine et demie ou 2 semaines même, pour justement contrôler ses attaques et puis un peu s'épuiser? Ou alors, est-ce que tu préfères pas en tant que Remco justement prendre le maillot pour avoir l'assurance de dire c'est moi le patron, c'est moi qui gère tout. Si vous voulez partir, je serai là. Enfin voilà, c'est un peu à voir, je sais pas. En vrai. Je sais pas. Mais au chrono, c'est sûr qu'il l'aura pas. Après, est-ce que Remco va pas en laisser pour que. Enfin, va pas laisser son maillot exprès? Ça, c'est encore Bah une à fois mon une avis stratégie d'équipe. s'il le laisse exprès c'est pas Roglic, hein. Ils vont pas Non, non, évidemment. se faire de cadeaux comme Son ça, but à donc Remco, ça va être de finir ou devant Roglic ou au même niveau que et lui puis dans après chaque étape. de le coller quoi. Bah du coup on peut peut-être justement basculer sur Remco Evenepoel, l'autre grand favori du Giro, champion du monde à 23 ans, il vient de remporter haut la main Liège-Bastogne-Liège, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a remporté cette saison l'UAE Tour. Et il a terminé deuxième du Tour de Catalogne derrière qui? Derrière Primoz Roglic. Il a tout de même remporté 2 étapes, mais
il est resté deuxième du général toute la semaine en Catalogne. Alors, messieurs, est-ce que Remco Evenepoel va remporter le Giro? Vas-y Antoine, si tu veux. Et bah allez. Eh bien, il a plus de chance que Roglic, je trouve. Remco, déjà, on l'a vu sur Liège, il est impressionnant. Il est favori avec Pogacar. Pogacar n'est plus là. Il garde son statut de favori et il l'affirme plus que tout. Au vu de la course qu'il a fait, il a écrasé la concurrence pour peu croire qu'il y en a eu contre lui en tout cas. Et puis ensuite, l'UAE Tour, moi je l'ai pas trouvé non plus ultra dominant dans l'UAE. Certes, il s'impose, mais je l'ai pas trouvé excellent. C'était pas. Après, on était au tout début de la saison, donc on n'est pas forcément encore dans les objectifs qui s'étaient fixés. Autour de Catalogne, voilà, il a tenu tête à Roglic. Ça se joue avec quoi? Avec des bonifications au final. Ouais, ça se joue à la... Ouais, je sais plus, ça se Donc joue au final, aux secondes, il est bonif, ouais. à un niveau équivalent de Roglic sur ce Tour de Catalogne. Je le sens bien pour ce Giro Evenepoel, il est en confiance de toute façon. Là, ça va être aussi un de ses gros points forts, c'est la confiance qu'il a après sa victoire sur Liège, montrer qu'il a été capable de tenir Roglic. C'est le dernier vainqueur sortant d'un grand tour avec la Vuelta. Donc, il a cette confiance, cette maturité qui est en train de naître. On t'en a parlé tout à l'heure, Adri. Donc voilà, je pense que Remco, il a toutes les cartes en main pour gagner. Le seul point faible que je lui trouve, je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est l'équipe qui l'entoure. J'ai peur que ce soit peut-être un peu léger et qu'il se retrouve assez souvent esselé dans les cols. Donc à voir comment ça va se passer justement et comment on va gérer, comment on va utiliser le fait que Remco soit pas ultra bien entouré, comment la Jumbo va utiliser ça. Et puis voilà, je sens que, en tout cas, il a la casquette de favori plus que Roglic. Ouais, tout à fait. Moi, je suis d'accord, hein. Pour moi, Remco Evenepoel, c'est le grand favori de ce Giro. Déjà parce que ça va dans le sens de l'histoire. Evenepoel, c'est un mec qui est annoncé comme un crack depuis 3 ans et qui construit sa carrière, on va dire tranquillement, mais plutôt bien, puisqu'il est double vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, il est double vainqueur de la Classica, il est champion du monde, il est vainqueur du Tour d'Espagne. Que ça, en ayant pour l'instant encore jamais mis le pied sur le Tour de France. Donc je pense qu'il voilà, il se construit son palmarès très tranquillement et pour l'instant ça marche plutôt bien. Donc voilà, le sens de l'histoire voudrait qu'il aille chercher ce Giro, qu'il continue à progresser, tandis que Roglic, voilà, à côté son principal adversaire est très très fort, mais il semble avoir atteint quand même un prime. Voilà, j'ai du mal à le voir encore élever son niveau. Et puis donc Evenepoel, il nous sort des perfs de... Enfin, en fait, à chaque course, pour moi, il me bluffe de plus en plus par rapport à ce que j'en attends. Les numéros qu'il réalise, que ce soit sur Liège ou sur le championnat du monde, bah voilà. Et puis même la première étape de la Vuelta, de montagne de la Vuelta, les dernières où il est au train, il fait péter tout le monde. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un mec comme ça sortir un à un Mm. ses adversaires de la roue. Donc juste pour l'impression qu'il donne, et puis il est favorisé par le parcours. Il y a quand même les 2 premiers chronos qui vont lui permettre de prendre un avantage considérable. Le dernier, je le compte pas parce que c'est un vrai chrono en côte, donc là, ça se jouera à la fraîcheur et aux qualités de grimpeur. Mais voilà, Evenepoel, il a tout pour lui. Après, tu vois, il s'est fait dominer par Roglic sur la Catalogne, mais j'ai envie de dire que ça se joue à rien. Et si Evenepoel, la seule étape de montagne, là où il lâche Roglic, il continue de pédaler 20 mètres de plus au lieu Ouais, de s'arrêter, c'est vrai. bah, au centième, c'est lui qui reprend le maillot Mm. et c'est Roglic qui aurait été en position de devoir attaquer. Et là, rien ne dit que Evenepoel, qui s'économiserait un peu plus en lui collant la roue, c'est pas lui qui l'aurait lâché dans la dernière étape de montagne. Donc voilà, enfin, pour moi, c'était vraiment kiff-kiff leur niveau. Et je sais pas, je pense qu'Evenepoel a parfaitement géré sa saison. Il est monté tranquillement en puissance. Donc, et puis ce serait beau après tout. Enfin, pour moi, j'ai jamais vu, je crois, un maillot de champion du monde aller gagner un grand tour, en tout cas depuis que je suis le vélo. Donc, ce serait beau aussi de voir voilà, un champion du monde, je trouve, aller remporter un grand tour. Donc, et dernier argument, je trouve pas son équipe si mauvaise que ça pour le coup. Enfin, en tout cas, s'ils sont aussi Mm. forts que ce qu'ils ont montré sur Liège-Bastogne-Liège, enfin, tu vois que les mecs, ils pétaient un à un derrière les roues des équipiers d'Evenepoel sur Liège. Donc Mm. voilà, c'est sûr que dans tous les cas, la Quick Step, c'est pas encore une équipe de grand tour, mais ils ont réuni ce qui se fait de mieux autour de Remco. Si Yann Hirt, il est à son même niveau qu'à son Giro l'année dernière, ça devrait être pas trop mal. Donc voilà, tous ces arguments font que pour moi, voilà, euh, Remco, ça reste le favori numéro un à quelques jours du Giro. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur son équipe. Moi, je la trouve quand même costaud. Son équipe, ils sont très bien renforcés
et c'est assez intelligemment fait dans le sens où c'est clairement tout pour Remco, pas comme la Jumbo, mais on verra plus tard que dans certaines équipes c'est peut-être pas aussi clair. Et il y a quand même des coureurs comme Masnada. Masnada, je crois qu'il a déjà fait un top 10 sur le Giro. Mattia Cataneo, c'est pareil, il a déjà fait des top 20, je crois, une fois sur le Tour. Et c'est des gars qui ont déjà gagné des étapes. Il y a Jan Hirt aussi, qui a fait un très bon Giro l'année dernière, qui est une recrue. Donc, je pense que ces gars-là, ils pourront aussi à tour de rôle se mettre à la planche. T'as pas juste. À la limite, c'est peut-être mieux d'organiser une équipe comme ça plutôt que d'avoir un lieutenant hyper fort, genre Sepkus pour Roglic. Mais derrière, alors c'est pas du tout le cas de la Jumbo parce qu'il y a aussi d'autres coureurs qui pourront faire le taf. Mais si Evenepoel avait eu juste un lieutenant hyper fort et puis derrière pas beaucoup de gars pour l'accompagner en montagne, ça aurait peut-être été plus compliqué. Là, ils pourront peut-être, certains, bah tiens, là, c'est moi je bosse au début, après je me repose, entre guillemets. Et puis on inverse, et je trouve que voilà, il y a Van Wilder aussi qu'on a vu, qu'on a bien vu depuis ce début de saison. Et au Tour de Catalogne, il y a 2-3 fois, ils ont fait péter tout le monde. C'était. Enfin voilà, c'est là où vraiment je me suis dit, ah ouais, ok, la Quick-Step, bah, ils sont vraiment en train de construire une équipe autour de Remco, et puis c'est costaud. Donc ouais, clairement c'est le favori, et moi je trouve vraiment je pense qu'il est encore plus fort que sur la Vuelta l'année dernière, Evenepoel. Il y a un truc là qui est en train de s'affirmer. Bah voilà, il est champion du monde, il a le maillot de champion du monde. Euh, D'ailleurs, je suis en train de rechercher dans ma mémoire. Je me demande si c'est pas Bernard Hinault, le dernier vainqueur d'un grand tour avec le maillot de champion du monde en 81. Ah, sûrement, mais Mais, j'ai pas de souvenir. mais je sais pas, faudra rechercher un peu plus précisément. Il est champion du monde en 80, il gagne le tour en 81. Donc voilà, c'était peut-être ça, mais effectivement, on va dire de notre vivant, ça n'est jamais arrivé. Donc ouais, je trouve que ce statut de champion du monde, ça lui donne encore une assurance supplémentaire, et j'ai l'impression qu'il se pose vraiment plus facilement en tant que patron maintenant. Et ça joue Il vachement. s'affirme. Ouais, voilà. Donc ça c'est hyper important. Après voilà, et on verra aussi cette troisième semaine terrible, hein. Peut-être que tout Remco qu'il est, quand il faudra aller rouler dans la neige au sommet, là, comme Nibali l'avait fait il y a 10 ans. J'ai perdu le nom de l'étape au Trecime di Lavaredo. Voilà. Bah voilà, peut-être qu'il y aura aussi des surprises ou autres, mais en tout cas, moi, il m'apparaît vraiment hyper costaud. S'il y a quelque chose qui peut le faire perdre, à votre avis, c'est quoi qui pourrait faire perdre Evenepoel? Une fringale? Ah, bah oui, Non, en en vrai, toute dédicace. oui, évidemment. Non, en vrai, je sais pas ce qui pourrait le faire perdre. Franchement, à part une défaillance, je vois pas comment il peut perdre. Enfin, vu ce qu'il a montré depuis le début de saison, tous les feux sont au vert, quoi. C'est ça qui est ouf à se dire. Genre, il a pas montré vraiment de signe de faiblesse sur les courses qu'il a fait. Il en a montré même aucun. Donc, à part une défaillance, moi, je vois pas ce qui peut lui faire défaut. Ah, ouais, ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais, après, j'ai l'impression que le Giro, quand même, c'est un tour où on a souvent des rebondissements en dernière semaine. Ouais. Tu Mm. vois, je pense à un mec comme Simon Yates qui était hyper dominant en 2018, là, et qui, Ah oui. à la veille, Bah, 2 jours de l'arrivée, le mec, il s'effondre bah, puis totalement. même l'année Enfin, dernière aussi, hein. ouais, Euh, et vraiment, ouais, exactement, ouais, l'année Avec dernière, bah, Hindley, au-delà la première arrivée au ouais. sommet, là où il gagne devant Bardet, ils sont clairement pas les plus. Enfin, lui, Hindley, il est clairement Hmm. pas le plus fort sur la montée. Il Ah, pas du tout. s'accroche, et à ce moment-là, jamais tu te dis, oh, ok, c'est lui qui va gagner le Giro, quoi. Ouais, c'est clair. Et après, il y a, voilà, là vraiment, surtout cette année, enfin, j'ai encore regardé le parcours tout à l'heure, et tu as 2, 3 étapes de montagne dans les 15 premières jours, dans les 15 premiers jours, mais qui sont pas du tout les plus durs. Et derrière, tu as vraiment une dernière semaine avec 4 étapes là, mais
un peu vraiment dur quand même. Et du coup, bah voilà, Remco, finalement, on l'a vu sur la Vuelta, mais la Vuelta, c'est pas des cols qui montent super, super Ah, haut. c'est Et pas le même finalement, grand tour. voilà, tu avais la Catalogne, mais la Catalogne, c'est sur une semaine. Donc, c'est vraiment le premier grand tour où on va le voir sur des gros enchaînements. Parce que franchement, l'étape des Ouais, trois cimes de la ouais, Varedo, là, enfin, ouais. oh là là. Si t'es en fringale à 90 km de l'arrivée dans le premier col sur cette étape, c'est fini pour toi, hein. Donc, voilà, il y a peut-être une interrogation sur ses qualités de pur grimpeur sur des étapes Mm. d'enchaînement de montagne, mais j'ai bien peur qu'elle soit vite, elle soit vite balayée. Mais si on va chercher des choses, ça peut être là. Et comme dit Antoine, une fringale, ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà, c'est que son deuxième grand tour, enfin qui va. Je compte pas le premier Giro qu'il a fait, mais voilà, c'est que sa deuxième expérience en tant que vraiment leader sur un grand tour. Donc tout est possible. Évidemment, on dit que c'est l'archi favori, mais il peut se passer plein de choses. Voilà. Mais sinon, en termes de force pure, il n'y a qu'à voir sur Liège, comme on était au-dessus de tout le monde. Ouais, en Ouais. fait, c'est ça, il paraît tellement au-dessus. Alors après, on sait que les grands tours, c'est particulier, mais en plus, là, donc on va venir à la liste des autres favoris, des outsiders. Il n'y a pas non plus des purs grimpeurs où tu te dis, ah ouais, lui au-dessus de 2000, il est intouchable. Pas il est intouchable, mais c'est son terrain, c'est vraiment son terrain là où il est, où il est supérieur par rapport aux autres domaines d'une course. Euh, Pas un peu comme pourrait l'être, je sais pas, un Bernal en sa grande époque, Hmm. quoi. Euh, donc, c'est vrai que ça sera sur la troisième semaine de toute façon où là Oui. tout va se jouer. Avant de passer aux autres favoris, en fait, c'est Greg LeMond le dernier à avoir remporté un grand tour. C'était le Tour de France en 1990. Il a été champion du monde en 89. Ah. Voilà, donc du coup, je l'ai connu de mon vivant. Voilà, j'étais pas grand, mais je l'ai connu de mon vivant. Mais après, j'ai vérifié, il y a personne qui a gagné un grand tour. Je crois qu'il y a même dans tous les champions du monde après, il y a, il y a Valverde et Cadel Evans qui ont gagné un grand tour. Et Armstrong. Mais non, en fait, il en a pas gagné parce on a enlevé. Et, euh, Ouais. et, Valverde, deuxième et Gianni d'une Bugno Volta aussi. avec le maillot, 2019, je crois. Oui, avec le maillot, ouais, Ouais. c'est vrai. Ouais. Avec le Mm. maillot, il fait deuxième. Et puis, donc voilà pour la petite parenthèse, champion du monde, vainqueur de grand tour. Mais j'aime beaucoup cette catégorie, je creuserai tout à l'heure pour voir tous les champions du monde qui ont gagné un grand tour avec le maillot, c'est intéressant. Messieurs, on va passer aussi aux autres favoris, parce qu'il y en a quand même des autres favoris. Et puis, même si jamais les Evenepoel et Roglic nous font un duel tonitruant, il reste quand même une place sur le podium à aller chercher. On a sorti 3 noms, il y en a un chacun. Donc, Baptistien, est-ce que tu veux commencer par nous présenter ton autre favori? Bah ouais, quand même, c'est un mec qui, à mon avis, il faut surtout pas oublier, c'est Geraint Thomas. Alors, j'entends pas beaucoup son nom cité depuis ces dernières semaines comme étant un des favoris du Giro. Mais pour moi, il a quand même plusieurs arguments à faire valoir Geraint Thomas. Déjà, simplement, c'est le troisième du dernier Tour de France, de ce qui me semble être un tour de référence en termes de difficulté, où ça n'a pas arrêté, des étapes de montagne, où ça s'est lancé à 50 km de l'arrivée. Et pourtant, c'était vraiment le troisième homme loin du duo qui était loin, loin devant, mais aussi loin devant tous les autres, en fait. Et du coup, pour moi, c'est une référence et ça prouve que Geraint Thomas, à 36 ans, il est encore à un très, très, très bon niveau. Le parcours, il lui convient totalement, puisque Geraint Thomas, c'est un excellent roller. Il n'y a qu'à voir le chrono du dernier tour, où en plus, il a des super qualités de récupération, puisqu'il fait quatrième, mais quasi au niveau de Pogacar et de Vingegaard. Et puis Geraint Thomas, je pense que c'est un coureur qui est aussi arrivé, peut-être pas, qui a dépassé maintenant sa maturité physique, mais qui a aussi une très bonne maturité en termes de gestion de sa saison. Il sait très bien aujourd'hui que voilà, il est plus dans les années où il pouvait avoir plusieurs pics de forme et je pense qu'il a bien, bien préparé son affaire. Je pense que le Tour de France, ça y est, en allant chercher la troisième place l'année dernière, il a fait le tour. Il sait très bien que maintenant, il ne pourra pas le regagner avec le niveau qu'ont les coureurs, mais je pense qu'il a un petit compte à régler avec le Giro après sa participation en 2017 où il était grand favori et qui s'était fait renverser par Mhm. la moto là, dans le blockhouse, je crois. Ouais, c'est ça, Et c'était sur l'étape du ouais. blocos. Ouais.
Et donc voilà, enfin, je l'ai vu très loin du compte en début d'année, hein, à un niveau, on va dire, d'un Christopher Froome actuel. Et petit à petit, lui, par contre, il est bien monté en pression. Il commençait à avoir un bon niveau sur le dernier Tour des Alpes, mais voilà, dans une position d'équipier en montagne, il n'était pas encore au top top. Mais je sais pas, j'ai le petit sentiment qu'il a bien préparé son affaire, qu'il n'est pas en avance sur sa préparation. Mais comme je le dis, moi, j'ai plutôt confiance en les coureurs qui progressent lentement mais qui sont pas encore au top parce que, voilà, encore une fois, ce Giro, il se jouera vraiment en troisième semaine et Guerin Thomas, il peut très bien limiter la casse grâce au chrono sur les 2 premières semaines pour arriver pas trop loin en dernière semaine et vraiment être à son total pic de forme. Donc voilà, encore une fois, ça se trouve, finalement, il a atteint ses limites l'année dernière et ça sera un gros flop cette année, mais pour moi, il était forcément à mettre parmi les 4-5 grands favoris de ce Giro de par son palmarès et le parcours qui lui va comme un gant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous? Ouais, bah moi ça fait plaisir en tout cas de le revoir sur le Giro. C'est vrai qu'en 2017 il y a eu cette chute à cause d'une moto qui remonte le peloton, je crois. Pareil en 2020 il est sur le Giro, c'est le leader de son équipe. Il me semble qu'il chute et puis il abandonne aussi. Et finalement c'est un coureur qui a surtout fait le Tour de France, le Tour de France, le Tour de France, pas mal. Il avait fait le Giro avant, mais c'était en 2008-2012. C'était à cette époque-là, il était encore pistard, donc on peut pas trop s'en servir comme référence. Mais c'est clair que il a l'expérience des grands tours. Il a déjà remporté un Tour de France. Comme tu l'as dit, il a fait troisième l'année dernière sur le Tour, donc c'est une preuve bah voilà, qu'il est pas fini à 36 ans, Geraint Thomas. Et surtout, bah voilà, son début de saison, c'est sûr on l'a pas trop vu à l'avant. Il termine 45e du Tour de Catalogne, par exemple, là où Roglic et Evenepoel tiennent le haut du panier. Mais il sait préparer ses courses. Maintenant, il se focalise vraiment sur son objectif. C'est peut-être un de ses derniers objectifs de grand tour de sa carrière. Et, et ouais, c'est sûr que le parcours lui convient beaucoup mieux que sur le Tour de France. À mon avis, c'est aussi pour ça qu'il a voulu aller se tester sur le Giro. Donc forcément, à prendre en compte, Geraint Thomas, à voir comment, on en reparlera sûrement tout à l'heure, mais comment son équipe va courir. Moi, c'est vraiment une des questions que j'ai parce que bah, il aura pas le dossard numéro 1 de son équipe, ce sera Tao Gegenhardt. Il y aura Rensman aussi, il y aura Sivakov. Et moi, je me demande un petit peu, il n'annonce pas le leader de l'équipe. Voilà, je sais pas si ça va être bah, chacun essaie de s'accrocher le plus longtemps au train de la Quick Step ou de la Jumbo, et puis on verra qui sera le plus fort. Ou alors, est-ce qu'ils vont vraiment faire une course intelligente en équipe. Donc ça, c'est un petit peu mon interrogation et je pense que ça aura beaucoup d'influence sur le futur résultat de Geraint Thomas. À voir comment est-ce que lui il se saisit de ça. On sait que c'est pas forcément coureur le plus offensif du monde. Alors est-ce qu'il va devoir se réinventer ou alors laisser ses équipiers partir à l'avant et puis lui attendre et au final c'est lui qui va en bénéficier. Donc ça je me pose un petit peu la question. Antoine, avant de présenter ton autre favori, un petit avis sur Mhm. Geraint Thomas? Ouais, tout petit, je vais pas dire grand-chose de plus. Je vais juste revenir sur le fait que tu parlais de son équipe là et qu'on savait pas trop qui allait être vraiment le leader, avec Gogenhardt, Arensman, Sivakov et Geraint Thomas, qui sont un peu les quatre grosses têtes d'affiche de l'équipe Ineos. Je sais, on faudra voir comment ça va se dérouler. Je pense que Geraint Thomas est assez mature, on va dire, et assez compréhensible pour être capable de se mettre au rôle d'équipier pour l'un si jamais il se sent pas en forme. Après, il faut pas oublier non plus que c'est un coureur pardon, qui est très malin. Geraint Thomas, je trouve qu'il a une intelligence de course qui est plutôt hors du commun. Il est capable de se faire tout discret pendant, par exemple, 140 km et dans les 20 derniers kilomètres, tu te rends compte que c'est lui le plus fort finalement. Donc c'est un coureur qui, je pense, est capable de bien gérer son Giro, de bien se ménager, de bien être capable de mettre les efforts là où il faut pour essayer de s'accrocher à ce qu'il peut avoir. Ses résultats autour des Alpes, ils sont plutôt corrects, mais bon, il était équipier au final de Wogenhardt, donc ça joue pas trop. Mais il est quand même à surveiller. On peut le retrouver. Moi, je pense que Geraint Thomas, ça va pas me choquer, par exemple, de le retrouver dans un groupe derrière où il y aura
les autres outsiders hors Roglic et Van Poel, et lui de le retrouver derrière et de finir troisième de l'étape, par exemple, d'une étape de montagne. Ça m'étonnerait pas de le Tu vois voir. bien le même scénario qu'au Tour l'année dernière, quoi. Bah ouais, franchement, je sais pas qu'est-ce qui peut l'empêcher en fait d'aller chercher une troisième place, surtout que il n'est pas non plus le plus mauvais des autres, on va dire, si on peut appeler ça les autres. Donc ouais, Geraint Thomas à surveiller. Je pense que ça peut être intéressant. Ça marche. Et bah du coup, je te propose d'enchaîner sur ton autre favori, à toi. Yep, mon autre favori, pardon, c'est Almeida. Almeida, c'est un coureur qui, mon premier truc, moi, ce que je trouve à Almeida, c'est que c'est un coureur qui a un rythme de course qui est propre à lui-même. Et en fait, Almeida, il va toujours un peu garder ce même rythme tout le temps sans forcément se mettre au rouge. Alors, il va prendre du temps, mais il va stabiliser. Et moi, je trouve ça, c'est un gros, gros avantage, surtout pour 3 semaines de course, d'être capable de pas se foutre dans le rouge dès que tu le vois. Genre, Almeida est capable de lâcher 30 secondes sur le groupe de tête parce qu'il peut pas suivre, mais tu peux le retrouver finir au final à 10 secondes ou alors dans le groupe qui fait deuxième, par exemple. Du coup, je trouve que ça, c'est vraiment un de ses gros avantages sur les semaines de grand tour. Par exemple, cette saison, il n'a pas non plus été incisif. Il a rien gagné, Almeida, cette saison. Si je dis pas de bêtises, non, il a rien gagné. Et donc, on l'avait vu, surtout, on l'attendait beaucoup sur Tirreno. Il fait deuxième de Tirreno, donc c'est plutôt quand même, c'est pas mal, quoi. Septième du chrono, moi, je trouve que c'est intéressant. Euh, de- il est devant Roglic, par exemple, sur le chrono de Tirreno, donc c'est quand même un bon point de te dire que tu vas pas non plus lâcher beaucoup de temps sur les favoris. Ouais, c'est un Enfin, bon rouleur, Almeida. On peut ouais, pas ouais, dire c'est non un plus, super bon rouleur, donc c'est vraiment très intéressant pour ça. Ensuite, il a fait le tour aussi le Tour de Catalogne. Il fait troisième derrière Roglic et Evenepoel. Donc au final, il est là, il est dans le jeu à chaque fois. Deuxième derrière Roglic hein, sur Tirreno, donc au final, tu le retrouves. C'est un peu le troisième homme pour moi. Ça va être le troisième homme de ce Giro pour moi. Bah, je croyais que c'était Euh, Geraint Thomas qui allait être le troisième homme. Bah non, Geraint Thomas, c'est pas forcément le troisième homme. Genre, Almeida, je le vois vraiment comme être le troisième homme du Giro, tu vois. Alors que Geraint Thomas, je le Hmm. vois plus comme un peu une surprise, tu vois. Il peut être troisième, Geraint Thomas, mais comme il peut être septième ou huitième. Mais j'ai beaucoup plus d'attentes sur Almeida que sur Geraint Thomas. Geraint Thomas, ça va plus être mon effet de surprise, alors qu'Almeida, vraiment, je l'attends en fait à être troisième du Giro. Ouais, je me demande si Almeida, on en attend pas un peu trop maintenant à chaque fois. Il a commencé très très fort pour son premier grand tour en Ouais, 2020, mais c'était le Giro 2020, donc on sait, c'était en même temps que la Vuelta, c'était en octobre et tout ça, c'était particulier. c'est pas pareil, ouais. Il termine quatrième, l'année d'après il termine sixième du Giro, l'année dernière il abandonne le Giro, il fait cinquième de la Vuelta, et en fait je me demande si finalement... si finalement il a pas une petite limite. Alors il a 24 ans. Mais si, Oui. est-ce qu'il a pas une petite limite sur les grands tours, notamment en haute montagne, qui fait que qu'à un moment ça Si. coince et que aller choper un podium sur un grand tour, ça va être un petit peu compliqué. Surtout il est bon sur une semaine en plus, on le voit souvent à l'avant, il fait rarement des... Enfin, depuis l'année 2020, il me semble pas qu'il ait fait beaucoup de perfs genre à côté de la plaque, hors d'un top 10 sur une semaine ou des trucs comme ça. Donc il est toujours là, on en attend Il est toujours quelque régulier. chose. Il est régulier, mais est-ce que il manque pas il manque pas un truc à Almeida pour que ce soit un vrai candidat à une victoire sur un grand tour? Je sais pas ce que t'en penses, Titien. Ouais, je suis assez partagé en fait. Alors moi, c'est un coureur que je kiffe bien en fait parce qu'il me fait marrer. Il va, il va me faire marrer, je pense, dans toutes les montées Le fait de se lécher à des ramasser les crochets, bords. entre Ouais, ouais. guillemets, et puis après, Non, hop, franchement, c'est allez. bien, ça avait de l'animation. L'année dernière, je me souviens, tout le temps, on était Almeida. Il est où? Il est juste là, il est pas là. Enfin voilà, il met pas mal d'animation, mine de rien. Pourtant, ces coureurs-là, d'habitude, je les aime pas trop, mais je sais pas, lui, il a vraiment ce truc. Donc voilà, je suis Ouais, c'est content ce de que, le, c'est de ce que le disait voir. Antoine, c'est sa marque de fabrique en plus. C'est Voilà. vraiment... Mm. Mais derrière, en fait, Almeida, voilà, comme on dit, en fait, on le voit comme un coureur qui limite. Et pour gagner le Giro au même podium, au bout d'un moment, faut pas seulement être un coureur qui limite, mais il faut être plus que ça. Et est-ce qu'il a franchi ce palier qui va lui permettre de faire ça? Moi, j'ai trouvé plutôt fort en début de saison.
sur Tirreno, je le trouvais assez fort, surtout sur des profils vallonnés, là où en fait, pour moi, justement, il n'est pas trop d'habitude. Donc, je sais pas, mais c'est pareil, c'est un coureur qui va très bien limiter sur les contrôles à montre, même si c'est pas le meilleur. Voilà, c'est pas parmi ceux qui va perdre trop. Donc voilà, après, je dis pas, c'est pas une assurance tout risque sur un podium, mais de toute façon, voilà, après 3 saisons, depuis qu'on l'a découvert, il est temps pour lui de confirmer, d'aller chercher un podium de grand tour. Donc c'était normal de le citer parmi les 4-5 grands favoris de ce Giro. Et puis il sera là. Et puis en fait, encore une fois, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Antoine, c'est-à-dire, voilà, autant Geraint Thomas. Moi, je le vois capable d'élever son niveau pour finir troisième. Autant ça m'étonnerait pas non plus qu'il disparaisse totalement. Autant Almeida, j'ai du mal à le voir vraiment élevé à devenir un niveau de fou. Mais autant il me semble assez fiable pour être sûr d'aller chercher une 3, 4e ou 5e place. Donc voilà, c'est le coureur, je pense, qui va limiter et qui va ramasser les morts à chaque fois pour finir à une pas trop mauvaise place. Ouais, il sera là, J'ai du quoi. mal à dire mieux. Voilà, il sera là. Il sera Il là. sera là. Voilà, on le verra. Il Se sera faire là. décrocher Il va du nous groupe faire de tête. On a l'animation. compris. Et puis après, reprendre tout le monde. Et bah, moi, je vais vous présenter le troisième autre favori. C'est Alexander Vlasov. Alexander Vlasov, je voulais en parler parce qu'il a quand même fait 5e du Tour de France l'année dernière. Donc ça reste une course de référence, top 5 sur le Tour pour son premier tour. Il a fait 4e du Giro il y a 2 ans. Et je pense vraiment qu'il a des cartes à jouer intéressantes sur ce Giro. C'est un coureur qui souvent finit très bien ses grands tours. Il est bien sur les troisièmes semaines. On l'a vu sur le Tour l'année dernière, hein, où il a repris pas mal de place au général à la fin. Et je pense que là, ça va être hyper important pour le Giro cette année. Je pense que lui, s'il se sent bien, s'il se sent en jambes, il n'hésitera pas à y aller, à attaquer et à se porter à l'avant. Et je trouve aussi qu'il a une vraie progression sur les grands tours et que petit à petit, il arrive à prendre pas conscience, mais à maîtriser un petit peu plus l'événement et sur 3 semaines. Et je pense que le Tour de l'année dernière va beaucoup, beaucoup lui apporter. Après, la petite interrogation, c'est sa forme du moment, parce que du coup, il n'a pas fait un début de saison tonitruant. On l'a pas beaucoup vu, assez en retrait à Tirreno. Donc voilà, ça reste un petit peu une interrogation, mais je pense qu'en tout cas, il a toutes les qualités pour briller sur le Giro. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de Vlasov, messieurs. Moi, Vlasov, l'année dernière, c'est un coureur qui m'avait bien marqué parce que je trouve qu'il avait fait une super saison l'année dernière. Et quand il est arrivé au Tour, je me souviens de cette émission que vous avez faite. Et moi, je me suis dit, mais pour moi, Vlasov, il va faire podium du Tour. Enfin, il est trop fort cette saison. Il est super impressionnant. Et cette année, j'ai pas du tout ce ressenti-là avec lui. Je le trouve vraiment un ton en dessous des dernières personnes qu'on vient de citer. Sur Tirreno, il est que 9e par exemple. Le Tour des Alpes, bon, le Tour des Alpes, il abandonne. Mais bien à lui, quoi. Il était 7e. Il est pas tranchant, il est pas impressionnant, alors que pourtant, c'est un coureur, on le sait, qui est capable d'attaquer, qui est capable de se mettre en avant quand c'est lui le plus fort. Et bah cette saison, il n'a pas été capable vraiment de le faire, il n'a pas pu le faire, donc ça prouve qu'il n'est pas fort cette saison, enfin qu'il est en tout cas en moins grande forme que la saison passée. Et Vlasov, bah je sais pas non plus. Pour moi, il y a un de ses coéquipiers qui me fait une plus forte impression que lui. On en reparlera, mais Vlasov, voilà, par rapport à Almeida ou à Thomas, je le mets un cran en dessous des deux déjà. J'ai moins d'attentes sur Vlasov que sur Thomas ou Almeida. Mm. Et cette saison, il m'impressionne pas du tout. Enfin, il me met pas en confiance. Enfin, tu vois, si j'étais manager de l'équipe, bah, j'aurais vraiment peu de confiance sur Vlasov pour ce Giro parce que franchement, je sais pas, je sais pas ce que tu en penses toi, Titien, mais moi je trouve vraiment limite là pour le Giro Vlasov. Bah, en fait, il y a deux hypothèses. Soit il a super bien préparé son affaire, voilà, en se disant depuis le début de l'année, comparé à l'année dernière où justement il était tout feu tout flamme jusqu'à fin avril, et puis ensuite il avait un peu plus subi sur le tour et il s'est dit voilà, je fais une vraie prépa grand tour, voilà, je monte en puissance tranquillement.
Donc c'est une possibilité. Dans ce cas, dans 3 semaines, on lui dira bravo parce qu'il est venu cacher et qu'il aura super bien géré son Giro. C'est une possibilité parce que ce qu'il a montré en montagne par le passé, qui pouvait être très très impressionnant, soit tout simplement son Giro, il va être à l'image de son début de saison bien terne, comme celui de toute l'équipe Bora en fait, hein. Je pense qu'il est un peu au niveau de l'équipe qui est pas non plus tip top depuis le début de l'année. Et effectivement, en tout cas, s'il reste sur ce même niveau de performance, c'est pas le Vlasov qu'on a vu par le passé et ce sera très décevant. Ce sera même impossible pour moi d'aller chercher un top 5. Donc, je sais pas quoi penser de Vlasov en fait. C'est vraiment, est-ce qu'il a bien préparé son affaire ou est-ce que tout simplement il n'a pas le niveau cette année pour aller chercher un podium sur un grand tour qu'il a toujours pas d'ailleurs. Donc, c'est un peu une énigme pour moi. Je ne sais pas trop quoi dire de plus. Et à mon avis, réponse dans 3 semaines. Mais s'il fallait parier aujourd'hui, je le mettrais pas sur le podium du Giro. Ouais, ça, ce serait un pari osé effectivement. Bah messieurs, on va passer du coup à nos outsiders. Alors pareil, on en a un à chacun qu'on va présenter brièvement. Bah du coup, pour enchaîner avec Vlasov, je crois que Antoine, toi, t'as un de ses coéquipiers à nous présenter. Ouais, moi j'ai choisi un outsider, enfin, outsider favori, Kamna, Outsider, là on peut dire outsider. outsider. Moi je le mets presque pas forcément comme un favori, mais tu vois, j'attends plus que Vlasov, par exemple, Kamna. Même si ses résultats là sont pas. Ils sont vraiment bien, mais en fait, Kamna, il y a un truc qui m'a beaucoup impressionné cette saison, c'est son contre-la-montre à Tirreno. Qu'il fasse deuxième, je trouvais ça fou. Et du coup, je me dis, bah ok, Kamna, c'est bon, c'est le déclic là, cette saison, ça y est. On a vu de quoi il était capable. On se rappelle qu'au Tour, il avait échoué allez, à quelques centaines de mètres de la victoire à la planche quand c'est Pogacar qui revient sur Ouais, lui, c'est ah, ça? le Ouais, super planche, ouais. ouais, c'est ça. Et du coup, on l'avait vu aussi sur Paris-Nice. Du coup, Kamna, c'était un coureur, donc on savait qu'il avait des capacités en montagne et on attendait de lui justement, que ce soit un peu un élément intéressant dans les grands tours. Et je trouve que là, cette saison, c'est bon. Il a ce côté intéressant, il a un peu ce côté. C'est pas lui le leader de son équipe, parce que ça va être Vlasov le leader, évidemment. Mais en fait, je ressens que Kamna sera plus fort que Vlasov. Donc, à voir comment Labora va gérer ce côté-là. Et puis, ouais, son chrono, moi, ça m'avait bien plu. Et je sais pas, Kamna, je le vois capable de faire des étincelles, en fait. Je trouve que le Giro, c'est un tour qui lui correspond pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça lui correspond plutôt bien. Ces grandes montées, là, toutes ces ascensions en troisième semaine, je le vois bien être capable un peu, bah, pas de renverser la tendance et pas forcément de s'accrocher au podium, mais tu vois, par exemple, voir Kamna dans le top 5 ou dans le top 6 peut-être, aller, bah, ça me choquerait pas et je pense qu'il est capable d'aller chercher ce classement-là. Peut-être que je m'enflamme un peu, mais je sais pas, moi j'attends beaucoup de lui quand même. Ouais, je suis pas aussi convaincu que toi. En fait, j'ai pas envie de le voir jouer le général. En fait, Kamna, c'est un de mes coureurs préférés, je l'adore. Et j'adore ce côté baroudeur des montagnes, un peu le mec qui, il est souvent en échappée, il est souvent très très fort en échappée. Et je le voyais bien avoir cette carrière voilà, parce que franchement, pour moi, dès qu'il est en échappée, quand ça monte un peu, le mec, il est souvent très très fort. Ouais. Et ça m'étonne pas en fait de sa part qu'un jour il se dise bah voilà, je veux tenter d'aller jouer en général de grand tour, surtout que c'est un très bon rouleur, donc les chronos lui conviennent bien. J'ai peur que par contre, il soit pas assez bon grimpeur pour aller jouer quelque chose, un top 5. Et c'est tout à fait possible que derrière, il finisse entre 5 et 10. D'ailleurs, je crois qu'il n'a jamais eu de ce genre de résultat en grand tour, hein. Il n'a jamais vraiment joué de classement général jusqu'à aujourd'hui. Donc Mhm. voilà, moi je le comprends dans sa démarche, Kamna. Voilà, au bout d'un moment, il faut tenter. J'ai peur qu'il soit trop limité et que la troisième semaine avec vraiment de la haute montagne, ce soit un peu dur pour lui. Tu vois, c'est le genre de mec que je vois très bien classé dans les 5 premiers du général avant la troisième semaine avec la montagne pas trop dure qu'il y a avant et les chronos. Et j'ai peur qu'il s'effondre un peu en dernière semaine. Pour moi, c'est un gros pari, mais je ne prendrais pas le risque de le mettre, un coureur comme Kamna, dans mon top 5 éventuel. Je trouve que la marche est un peu haute, mais écoute, je serais en tout cas hyper content pour lui s'il le fait, mais j'ai un peu l'impression que c'est pas un assez bon grimpeur, voilà, Ok. pour un tour montagneux comme le Giro, mais écoute, j'espère qu'il me prouvera le contraire. Mais voilà, pour moi, c'est un gros pari, on va dire. Moi, je,
Moi, je pense qu'il va pas tenter le général pour la simple et bonne raison qu'il me semble avoir lu c'est en 2021, Kamna, il a fait un burn-out. Et en revenant de ce burn-out, il expliquait que il avait eu beaucoup de mal à gérer les pressions, la pression d'être leader de son équipe sur une course et compagnie. Et que du coup, il revenait en 2022 vraiment dans un rôle d'équipier, d'électron libre, et dans lequel il se sentait beaucoup plus à l'aise. Et on a vu sur le Giro l'année dernière que ça a donné des chouettes trucs, et que c'est vraiment là en fait où il s'éclate et où il exprime un petit peu toute sa puissance. Et je pense que pour lui, viser le général sur 3 semaines, en fait, c'est mentalement. Alors, il y a peut-être eu une évolution par rapport à l'année dernière, parce que cette interview, elle date déjà d'il y a plus d'1 an et demi, ou 1 an. Mais je pense que Kamna, il est là soit pour épauler Vlasov, soit en électron libre, et puis un peu comme l'année dernière, vas-y, prends des échappées, va chercher le maillot du grimpeur, et fais-toi plaisir. Et si t'arrives bien au général, bah t'arrives bien au général, mais je sais pas. Voilà, je pense pas qu'il soit dans cet esprit-là de viser le général par rapport à son histoire, à cette pression qui s'est mis. Même si je pense que c'est peut-être plus simple de faire ça sur un Giro par exemple que sur un Tour de France où là la pression est autre. Mais ouais, voilà, mon avis sur Capna, je pense qu'il sera beaucoup plus efficace, et ça correspond beaucoup plus à sa façon de courir, voilà, d'attaquer, de prendre les échappées en montagne, et puis d'essayer d'aller gagner des étapes comme ça. Titien, du coup, on passe à ton outsider à toi. Ouais. Moi, je fais quand même allez, c'est quand même un premier prono. Je pense que Kamna vainqueur d'une étape sur ce Giro. Moi, je Allez, pense que c'est sûr, hein. Voilà. on note. Ouais, je vois. Écoutez, moi, j'ai choisi un coureur que j'aime plutôt bien. Et puis, pareil, moi, j'aime bien en fait quand ça va dans le sens de l'histoire, qu'il y ait des coureurs qui se révèlent une année, qui passent encore un cap l'année d'après, surtout quand ils vont dans une équipe meilleure que celle où ils étaient. Donc, je vais vous parler de Thymen Arensman. Thymen Arensman, en fait, c'est vraiment un coureur pour moi de grand tour, parce que c'est un bon grimpeur, même si c'est pas un grimpeur ailé comme peuvent l'être certains. Et puis, c'est surtout un très bon rouleur aussi. Donc, c'est le parcours qui lui convient très bien. L'année dernière, alors sur le Giro, il finit pas un super classement général, je crois. Enfin, je sais pas s'il rentre dans le top 10, je suis pas sûr. Non, 18e. Mais il finit, ouais, parce qu'il a un peu des trous dans la première moitié du Giro. Par contre, il finit plutôt très bien la dernière semaine du Giro, avec des échappées où il finit à chaque fois en montagne dans les 2-3 premiers. Et puis surtout, il enchaîne un deuxième grand tour dans l'année qui est la Vuelta. C'est jamais facile d'enchaîner 2 grands tours. Et c'est pareil sur la Vuelta, sur la première moitié, il galère un peu en montagne, il est souvent lâché, et finalement, il est très fort la dernière semaine. Il va chercher une super victoire à la Sierra Nevada. Voilà, donc Thymen Arensman, moi, c'est un coureur que je suis pas mal. C'est un mec qui monte en puissance d'année en année, hein. On l'a vraiment découvert en 2021. Donc voilà, c'est encore récent. Il est tout jeune. Il a débarqué cette année chez Ineos, où il fait beaucoup l'équipier depuis le début d'année. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est vraiment un coureur qui finit très fort ses grands tours, et cette année, ce sera très important de finir très fort. Et c'est pareil, c'est un mec que, voilà, on l'a vu sur le Tour des Alpes, il n'était pas du tout au niveau au tout début du Tour des Alpes, et puis il est monté en puissance, et sur la dernière étape, là, il était vraiment à un niveau monstrueux. Il fait péter tous ses coéquipiers, c'était carrément quasi le plus fort en montagne de l'équipe. Ils n'ont jamais pu lui prendre un relais, ses équipiers, donc il est bien monté en puissance au Tour des Alpes. C'est clairement le mec, pareil, qui va pas être excellent sur les 2 premières semaines, mais grâce à ses qualités de rouleur, pour moi, qui peut limiter au général, et ensuite, grâce à ses qualités de récupération, être très fort en dernière semaine. Donc, encore une fois, c'est un gros pari, mais après sa 6e place de la Vuelta l'année dernière, je vois Thymen Arensman se révéler comme étant au moins le second leader de son équipe, et aller, pourquoi pas, chercher un top 5 final sur ce Giro. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ma grosse cote à moi. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi. C'est sûr que Rensman, moi, j'en attends beaucoup cette année. Vu ce qu'il nous a montré l'année dernière, ça donne envie. Je pense que le fait d'aller chez Ineos, qui a une culture de grand tour, même si ça se perd un petit peu, on va dire, c'est pas mal. Après, voilà, le truc, c'est qu'il se retrouve parfois à faire l'équipier, et moi, je me demande à quel point est-ce qu'il va devoir faire l'équipier. J'en parlais déjà tout à l'heure. C'est
comment est-ce que l'équipe Ineos va construire sa tactique sur ce Giro. Pour moi, ça reste un gros point d'interrogation et qui pourra avoir énormément d'influence sur la course. C'est vrai que son début de saison n'est pas extraordinaire. Par exemple, quand on voit par rapport à certains de ses équipiers dans l'équipe, donc je sais pas quel rôle lui sera attribué. Peut-être qu'on va lui dire, malheureusement, hein, peut-être, hein, bah écoute, toi, t'as 23 ans, tu viens d'arriver dans notre équipe. Nous, il y a des gars, ils sont plus anciens, ils ont gagné des grands tours, donc bah tu vas bosser pour eux. Donc voilà, ça c'est un petit peu le risque par rapport à Arensman. J'ai peur qu'il ait pas encore assez de liberté, ou en tout cas avec l'équipe qu'il y a là, c'est pas sûr. Hmm. Ouais, je pense que là-dessus, t'as bien raison. Et moi, j'aime bien l'idée de se dire que Arensman, ça va un peu être la dynamite de cette troisième semaine. Il va être là en troisième semaine, il va falloir compter sur lui. Et si peut-être que si Ineos, tu vois, justement, se dit, bon, voilà, il y a Geraint Thomas qui est 9e, Tao, il n'est pas du tout au rendez-vous, Sivakov non plus. Bah, tu peux te dire, bah, laisser peut-être carte blanche à Arensman dans la dernière semaine pour lui dire, bah voilà, écoute, si tu as envie de suivre les leaders, tu suis les leaders. Si tu as envie d'aller jouer une étape, tu vas jouer une étape. Et puis voilà, Arensman, comme Titien l'a dit, il a des bonnes capacités de récupération. Donc ça va être intéressant de le voir pendant la troisième semaine. Et moi, je pense qu'il peut vraiment avoir sa carte à jouer si jamais l'équipe lui laisse un petit peu carte blanche en fin de Giro. Mm. Mais ça se trouve, il sera trop tard s'il est déjà un quart d'heure au général, parce que il y a des gars Ouais, dans mais il suffit que sur une échappée, que tu récupères 7-8 minutes, tu vois, Ouais, à la fin ouais, du Giro, je pense que les écarts, ils sont entre Roglic, Evenepoel et les autres, ça sera pas 1 minute 30, je pense, tu vois. Ça sera peut-être plus, hein. Oui, mais du coup, c'est pas jouer le général, quoi. Enfin, c'est ça, quoi. Parce qu'il y a des gars dans son équipe, et là, je vais vous en présenter un tout de suite. Il marche bien depuis le début de la saison. Il m'a beaucoup surpris. Tao Geogheganhardt, bah, qui a quand même enchaîné des beaux résultats. Il a terminé troisième de Tirreno Adriatico. Il vient de remporter le Tour des Alpes en remportant 2 étapes coup sur coup. Et je m'attendais presque plus à le revoir à ce niveau-là, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu en parler. Parce que depuis son fameux Giro 2020 qu'il remporte, euh, bah, on avait un petit peu attendu de ses nouvelles. On savait pas trop quand est-ce qu'il allait pouvoir briller à nouveau sur un grand tour. Il était arrivé sur la Vuelta l'année dernière en annonçant quand même un peu la couleur, en disant que là, ça y est, c'était revenu, il allait faire une belle perf. Il termine tout juste dans le top 20 de la Vuelta. Euh, mais là, cette année, je trouve qu'il a vraiment apporté des bonnes garanties, et pour moi, des garanties suffisamment solides pour avoir un peu plus le leadership dans son équipe avec une grosse formation. Euh, Après, bah voilà, toujours cette interrogation sur la troisième semaine. C'est là où il a pêché l'année dernière sur la Vuelta. Le Giro 2020, il faut le prendre en compte, mais c'est pas forcément une référence en termes de concurrence, mais il avait quand même super bien fini, et c'est sur la troisième semaine qu'il avait construit son succès. Donc c'est pas un coureur qui est à la masse en troisième semaine. Mais ouais, je sais pas, je sens que là, cette saison, à mon avis, il y a un truc qui s'est débloqué chez lui, et mentalement, il va arriver dans de très bonnes dispositions. Et, euh, et ce sera peut-être pas le coureur le plus surveillé non plus, donc à mon avis, il a une réelle carte à jouer. Je pense qu'il Euh, a, ouais, vas-y, Titien, vas-y. Non, non, vas-y, t'inquiète. Ouais, bah, du coup, je pense qu'il a sa carte à jouer en effet. Il finit très bien ce Tour des Alpes. Il gagne les 2 premières étapes et le général. Je l'ai trouvé plutôt bon sur le Tour des Alpes. Il s'est vraiment affirmé. Il a montré qu'il était au niveau pour jouer en tout cas, des courses d'une semaine. Sur 3 semaines, je pense qu'on peut s'attendre quand même à de belles choses de sa part. Il est capable d'aller rivaliser peut-être avec les meilleurs. Et puis, c'est une course qu'il connaît bien, le Giro, puisque, comme tu l'as dit, il l'a gagné en 2020, donc il sait à quoi s'attendre, et je pense qu'il est aussi capable de gérer ces 3 semaines de course. Donc voilà, après, bah, encore une fois, le problème, c'est que c'est l'équipe Ineos, comment tu te places par rapport à tous les mecs qu'il y a dans ton équipe. Il va avoir le dossard de leader, ça c'est déjà une chose, mais après,
À voir aussi comment ça se passe ouais, au sein de l'équipe, je sais pas, j'ai un peu peur. En fait, j'ai un peu peur de cette équipe Ineos au final. Tu sais, un peu de. On prend 4 leaders, mais au final, on n'a pas vraiment de vrais leaders. Enfin, je sais pas comment ça va se passer au sein de l'équipe ou comment ça va être géré, mais je sais pas, c'est ça qui m'inquiète le plus en fait, je pense, chez Gogenhardt. Ouais, très mauvais signe hein, de gagner le Tour des Alpes. Depuis 2013 et Nibali, il n'y a pas de vainqueur du Tour des Alpes qui a bien réussi sur le Giro. La dernière bonne performance, c'est Yates en 2021 qui finit premier C'est du Tour vrai. des Alpes et troisième du Giro. Mais sinon, c'est pas un bon signe, hein. C'est comme gagner l'Omloop et ensuite pour le rond des Roubaix, c'est pas un très bon signe non plus. Donc non, non, mais au-delà de ça, en fait, je suis assez partagé. Ça fait bien plaisir de revoir Tao Geoghegan à un très bon niveau. Mm. Mais est-ce que c'est un niveau qui finalement est suffisant pour aller peser derrière sur un grand tour? C'est là que je me pose la question. En fait, Tao, c'est peut-être la meilleure assurance pour l'équipe Ineos de finir dans le top 5, mais c'est pas pour moi la meilleure assurance de finir sur une très très bonne place au général. Tu vois, j'ai du mal à le voir élever son niveau au-dessus de celui qui est le sien, Mm. tandis que peut-être des coureurs dans son équipe qui sont Mm. moins mis en avant et comme Thomas ou Arensman, et ben, je les vois peut-être plus capables d'élever leur niveau. Surtout qu'encore une fois, Tao, il était très fort à Tirreno, très fort au Tour des Alpes, mais encore une fois, comme on l'a dit, le Giro, il est long et c'est encore dans 3 semaines, hein, les étapes clés du Giro, donc c'est Ah, très loin. il a déjà 22 Donc, jours de course. Hein. oui, voilà, Mm. c'est peut-être ça qui me fait douter. Est-ce que Mm. finalement, il n'a pas atteint déjà son top niveau sur la saison? Et on sait que pour finir sur le podium d'un grand tour, il faut se transcender et voilà, à la fois bien gérer son calendrier et avoir une excellente récupération. C'est ça qui me fait douter. Donc, encore une fois, je pense qu'il a retrouvé un bon niveau cette année. Il sera très fort, mais est-ce que son niveau est suffisant pour derrière aller jouer ne serait-ce qu'un podium? J'en suis pas sûr. Donc, je suis assez partagé. C'est dur à dire, mais je pense qu'il aura une bonne place finale, mais j'ai du mal à le voir sur le podium. Voilà, c'est plus ça mon point. Ça marche, ok. Bon, messieurs, on a dépassé l'heure d'émission. Alors, avant de se quitter, il y a une petite rubrique parce que qu'on va faire là, parce que en fouillant un petit peu la liste des partants, j'ai trouvé 6 autres garçons dont on n'a pas encore parlé là, qui ont eux aussi, alors tous ceux dont on a parlé n'ont pas fait un podium en grand tour, mais ces 6 là ont fait un podium en grand tour. Et on n'en a pas parlé. Donc j'aimerais juste en une phrase avec un argument, je vais vous énoncer les coureurs et vous allez me dire si oui ou non il peut, il a des chances d'être sur le podium du Giro cette année. Alors premier nom, Rigoberto Urán qui a des podiums sur le Tour de France 2017 et le Giro en 2014 et 2013. Non, je pense pas. Ouran, trop juste cette saison. Il a pas assez de résultats qui Top, lui une donnent. phrase. Une phrase. Une phrase. Il va se faire plaisir. Ok. Non, ce sera Cartier le leader et Uran, il est en fin de carrière, donc je le vois pas sur le podium. Et ben on enchaîne avec Hugh Carty du coup qui a fait un podium à la Vuelta 2020. Trop juste. Ouais, il lui manquera une semaine de course. Il aime bien les quatrièmes semaines de grand tour, je pense. Donc, il sera pas malheureusement Oh, assez fort en début de Giro. ok. Jack Haig, podium à la Vuelta 2021. Jack Haig, ouais. Euh, je sais pas, franchement, je sais pas. C'est J'ai pas autorisé d'idée. comme réponse, je sais pas, je l'accorde. Moi, je dis non. Je pense que ce sera même pas le meilleur de son équipe. Damiano Caruso, podium au Giro 2021. Franchement, Caruso. Ah, j'ai bien peur elle est que pas mal oui. celle-là. Hein. Elle est pas mal. Hein. Moi, j'ai bien peur que oui. Je le sens bien monter en puissance sur le Tour de Suisse, tout ça. Franchement, je serais Ah, pas le premier il étonné. nous a sorti un beau petit tour de Romandie là. Ouais, je sais bien. Mais bon, ça ne reste que le Tour de Romandie, si on peut dire ça comme ça. Ouais, mais écoute, on sait jamais, hein. Bauke Mollema, podium à la Vuelta 2011, messieurs. 2011. Alors, trop vieux, trop vieux. Ouais, c'est plus un grimpeur maintenant, Mollema, c'est pas Non. possible. Et d'ailleurs, j'ai eu un doute en voyant son nom. Je me suis dit, mais attends, il l'a fait ou pas? Il a fait ou pas? Et
Et cette année-là, il gagne le classement par points de la Vuelta aussi. C'est assez marrant quand même. Et pour finir, 6e nom, alors une phrase seulement, parce qu'on parlera sûrement de ce coureur dans la prochaine émission. Thibaut Pinot, podium du Tour de France 2014. Il va faire des étincelles. Pareil, je me mouille pas plus, mais il va faire des étincelles et puis pas de podium par contre, allez. Allez, Non, ouais, c'est annoncé. Eh ben messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup pour cette heure passée à essayer de trouver qui allait pouvoir battre Roglic ou Evenepoel, ou alors personne ne pourra les battre et ils vont livrer un duel formidable. Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés jusque-là. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait pour nous soutenir, tout ça. Et surtout, je crois qu'ils annoncent quand même des températures assez fraîches sur le Giro. On va monter très haut en altitude, il y aura peut-être de la neige sur certaines étapes, alors pensez à vous alimenter pour ne pas prendre une grosse fringale, mais on a toujours l'habitude quand même sur le Giro d'avoir des bonnes fringales, donc on en espère quand même une ou deux, histoire qu'on puisse bien appuyer là-dessus. Merci Titien, merci Antoine, et puis à la prochaine. Salut Ciao. à tous, des bisous. Allez, on va voir des... Ciao tout le monde.